Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, que Jean-Luc Mélenchon bénéficie du traitement de faveur dans l'espace médiatique, qu'il soit l'icône de la presse, que des personnalités de la gauche républicaine comme Ségolène Royal ou Lionel Jospin appellent à voter pour lui, ne cesse de m'étonner. Hier, Jean-Luc Mélenchon a remis en cause la validité du vote électronique, surfant, comme il le fait souvent, avec la mouvance complotiste. Hier encore, il a demandé aux électeurs du Rassemblement national, les fachos, pas fâchés, de le rallier. Jean-Luc Mélenchon attaque la police, il est ambigu, pour le moins sur la laïcité, il dénonce les institutions, encourage le chaos, fustige l'histoire, la mémoire, le passé de la France. Son programme économique conduirait le pays à la faillite, rapportent les experts les plus crédibles. Chaque phrase est un seau d'huile sur le feu qui menace ou embrase le pays, et malgré ça, par le truchement d'un certain climat de passion triste qui anime la France depuis des années. Malgré cela, Mélenchon agrège des hommes, des partis, des idées qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui, parce qu'unis, font la force. Vous imaginez les Républicains alliés à Reconquête ou le Rassemblement national? Vous imaginez ce qui se dirait, ce qui s'écrirait? Jean-Luc Mélenchon a du talent. Hélas, certains le diront. Qu'as-tu fait de ton talent? Est une question que je soumets à sa conscience. Il est 9h. Audrey Berthoud. Il va faire très chaud cette semaine. Une canicule précoce et exceptionnelle est attendue à partir de demain. Cet après-midi, déjà, les températures vont dépasser les 30 degrés dans les 3/4 du pays. Elles pourront même atteindre les 40 en fin de semaine. Attention, une sécheresse des sols et des incendies sont à craindre dans le pays. Et puis plusieurs incendies justement dans le Gard. 60 bungalows dans l'un des plus grands campings d'Europe au Grau-du-Roi ont été détruits. 185 hectares sont partis en fumée. 240 sapeurs-pompiers des départements voisins ont été envoyés en renfort pour contrôler les flammes. Enfin, l'équipe de France de football éliminée en Ligue des Nations dès la 4e rencontre. Les Bleus ont perdu 1-0 hier contre la Croatie avec ce but à la 4e minute de Luka Modric sur penalty. Éreintés par leur saison et perturbés par les blessures, les hommes de Didier Deschamps terminent dernier de leur groupe. Vous l'avez compris, on va parler un peu, beaucoup, pourquoi pas passionnément de Jean-Luc Mélenchon, mais je salue Charlotte Dornelas, Joseph Massescaron, Vincent Hervouette et Bertrand Perrier, qui est avocat et qui est spécialiste de la rhétorique. Et Jean-Luc Mélenchon est un tribun à l'ancienne, avec beaucoup de talent. Évidemment. Mais avant cela, je voulais, parce que j'aime bien vous faire sourire le matin, est-ce que vous connaissez la poubelle qui vit en extase? Est-ce que vous êtes la poubelle sensuelle? Est-ce que vous connaissez cette poubelle? Figurez-vous qu'une ville du sud de la Suède s'est récemment lancée dans une nouvelle campagne de sensibilisation à la propreté urbaine en changeant la voix traditionnelle de ces poubelles parlantes par une voix féminine, bien plus sensuelle et aux paroles évocatrices. C'est-à-dire que vous jetez quelque chose dans la poubelle et la poubelle, pour vous remercier, j'allais dire jouit, mais c'est un peu fort peut-être. Je vous propose de voir cet extrait qui signe notre époque, la poubelle du plaisir. Tack. Precis där, ja. Lite mer till vänster nästa gång. Det där var galet skönt. Ouais. Et on sait s'il y a un tri sélectif, elle est encore plus active dans le... Poubelle la vie. Cette époque est magnifique. Nous l'aimons, nous aimons. Oui, quelle consolation. Hein. Oui. C'est drôle au premier abord, Oui. le degré d'asservissement de l'humanité quand même est c'est inouï. pour ça que ce je qu'on va trouvais que ça chercher faisait comme sens. pulsion chez les personnes pour leur demander simplement de mettre les... On le voit bien dans un film Moi, ça de me- science-fiction, c'est dans un film de David Cronenberg, je verrais très bien Oui, ça. voilà, oui. Hein, Le Bourkini d'un côté. L'idée aboutie de la poubelle de décadence. l'autre. Ouais. Comment L'un- dites-vous? C'est l'image aboutie de la décadence, je pense. Pourquoi? Pour cette raison-là, c'est évidemment pensé comme un asservissement. Par quoi on va pouvoir aller les chercher? Je sais pas, par l'éducation peut-être, tout simplement. Non. On va aller faire jouir des poubelles. Moi, ça me terrifie. En fait. Je me dis, Non, qui c'est a bien pensé à ça et qui s'est dit, il y a quelqu'un qui le pense, il y a des gens autour qui disent, bonne idée.
Il y a des gens qui le font. Puis évidemment, c'est une jouissance féminine, hein, parce qu'il y a aussi un petit Roland là derrière aussi qui est bien. Elle est parfois peut-être plus expressive. En même C'est temps, possible, mais enfin bon, tout ça est bien sexiste. oh là là, j'ai ouvert un thème avec. J'ai ouvert un thème. Peut-être non d'ailleurs. Voilà. Oui, il faut avoir des éléments de comparaison. Voilà. On va dire. L'élément qui est très évident, c'est qu'il y rapidement. a d'un côté l'impudeur totale de cette poubelle qui jubile en pleine rue, et puis de l'autre côté, vous avez le burkini dans les piscines. En fait, ça va ensemble, ça va assez bien ensemble, ils se répondent l'une à l'autre. Oui, c'est peut-être la raison pour laquelle, en fait, le fils de Madame Hidalgo a jeté son bulletin de vote dans une poubelle. Il s'attendait peut-être à ça. Bon. En tout cas, je ne doutais pas que ça vous ferait réagir. Bon, Jean-Luc Mélenchon. Je le dis, ce qui est frappant, c'est pas tant les idées de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est frappant, c'est l'espace médiatique. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, vous imaginez les Républicains s'alliant avec Reconquête ou le Rassemblement National. Là, vous avez la France Insoumise qui est alliée avec le Parti Socialiste, des Républicains bontins, si j'ose dire, la gauche républicaine à l'ancienne, qui fraye avec des idées sur la laïcité qui n'ont plus rien à voir avec ce que défendait jadis la gauche républicaine. Et je voulais commencer cette émission en vous faisant... Vous pourriez même ajouter, Pascal Praud, ce qui n'avait rien à voir avec ce que défendait jadis Jean-Luc Mélenchon lui-même. Parce que c'est ça aussi. Oui, il a dit tout et c'est absolument incroyable. Moi, j'ai connu Jean-Luc Mélenchon, j'ai eu de longues conversations avec lui. Il n'y avait pas plus républicain et universaliste que lui. Bien sûr. Et encore en 2016. Bien sûr. Donc il s'est passé quelque chose. Il s'est passé qu'il va à la pêche au oie. Absolument. Bon, écoutons ce qu'il a dit hier soir. La pêche au oie, c'était sur France 2. Puisqu'il s'agit des duels avec le Front National, la position qui est celle de la NUP, des Insoumis en particulier, tous, c'est que nous ne votons pas pour le Front National. Et il n'y a pas d'exception à cette règle. Il n'y a pas de circonscription, on va dire après tout, vous pourriez voter pour eux. Ça ne sert strictement à rien. Madame Le Pen ne fait rien quand elle est élue, et ensuite, elle n'a aucune chance d'avoir la majorité qui permettrait d'empêcher la politique de M. Macron. Par conséquent, s'il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés, mieux vaut qu'ils votent pour nous que de rester à la maison ou de voter pour elle, ça ne sert à rien. Alors, on va entamer le débat dans une seconde, mais Michel Onfray était ce matin avec Laurence Ferrari et il lui a répondu. Oui, je pense qu'il va chercher tous les électeurs, Mélenchon. Je pense qu'il les a tous voulus, il les a tous souhaités. Rappelons quand même que ce monsieur démarre trotskiste, qu'il continue socialiste, qu'il a été 20 ans sénateur, qu'il a voté oui à Maastricht, que maintenant il veut sortir de l'Europe, qu'il a été très gaulliste, puis après il a été jaurésien, maintenant il est islamo-gauchiste. Donc il est tout ce qu'on voudra pourvu qu'il arrive au pouvoir. Il reste quand même que le personnage fait toujours l'éloge de Robespierre. C'est un personnage sinueux, mais il y a toujours Robespierre derrière. C'est-à-dire le tribunal révolutionnaire, la loi sur les suspects, il faut qu'il y ait un vil, enfin voilà. Et puis l'éloge de Mao, et puis l'éloge de Castro, et puis l'éloge de Chavez. Je pense qu'il y a un fond chez ce monsieur qui est assez problématique, qui est très antidémocratique. Donc oui, pour lui, l'élection, c'est juste l'occasion d'aller pêcher le crétin, je dirais. Oui, je pense qu'il y a plusieurs sujets chez Jean-Luc Mélenchon. Il y a Jean-Luc Mélenchon lui-même et en effet son évolution qu'on peut juger parfaitement incohérente, mais il joue franc jeu, il met sur la table ses propres changements, donc l'électeur est au courant. Et il y a la question du rapport de l'électeur à cette alliance. Quand vous dites, vous imaginez certains chez LR, parce qu'il y a aussi plusieurs sensibilités, s'allier avec des gens de Reconquête et certains au RN, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui s'en féliciteraient. De la même manière que là, à gauche, il y a beaucoup de gens. Et en fait, j'observe que depuis quelques temps, depuis le début de cette alliance, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt de sensibilité droitière, on va dire, qui sont un peu mauvais joueurs dans cette histoire et qui disent « Ah mais mon Dieu, il faut surtout pas qu'ils s'allient, ils n'ont aucune raison de s'allier. » Si eux trouvent des raisons de s'allier, c'est qu'ils en ont. Alors évidemment, moi, c'est pourquoi la bienveillance médiatique. Je lisais le journal Le Monde hier, mais j'invite vraiment tout le monde à lire. Il y avait un papier de Laurent Telot sur Sandrine Rousseau. Mais c'est incroyable. C'est plus du journalisme. C'est leur ligne éditoriale. C'est plus du journalisme, c'est des attachés de presse. Des attachés de presse de la France Insoumise. Et c'est le journal Le Monde. Je suis sûr, j'invite tout le monde à vérifier ce que je dis. Maintenant, entre les attachés de presse de la France Insoumise et les attachés de presse d'Emmanuel Macron, il y a en effet plus beaucoup d'espace pour les autres. Hein. Non mais attendez, c'est vrai. Et ils se répondent et ils se nourrissent les uns et les autres.
Mais s'agissant de Jean-Luc Mélenchon et de son évolution, l'évolution, et Charlotte a tout à fait raison, il est clair, il la met sur la table, il a raison. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il me l'a dit, c'est-à-dire qu'à une époque, il disait « pourvu que je ne sois pas, en substance, prisonnier de ce groupe, enfin d'un groupe, hein, qui vont m'entraîner avec tous les errements de l'extrême gauche ». Je me souviens, je l'ai entendu me le dire, voilà. Donc, et là, aujourd'hui, nous y sommes. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation où c'est la gauche, mais on est vraiment, il faut le souligner, où c'est l'extrême gauche qui est en pointe. Et lorsque vous dites à des socialistes, mais attendez, sur telle position, sur l'indigénisme, sur ceci, sur cela, ils ont dit ceci, ils ont fait cela, ils disent « Ah non, c'est pas vrai ». Parce qu'il y a un deuxième élément, c'est le complotisme. Le complotisme permet à un certain nombre de personnes, y compris du PS, de dire « ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé, ça n'a jamais eu lieu ». Écoutons Jean-Luc Mélenchon sur la République bananière cette fois. C'est plus possible qu'un ministre de l'Intérieur puisse refuser une étiquette comme il l'a refusé pour nous, la NUP. Il a fallu que ce soit le tribunal qui l'oblige à le mettre, puis manipule les résultats en reclassant les gens en cours de route. Alors, tout ça pour essayer de créer une illusion, mais je pense qu'il n'y a personne, tout le monde comprend que c'est les mauvais perdants, mauvais joueurs. Mais là, c'est pas un jeu, c'est juste notre démocratie. Donc on ne peut pas avoir comme ça des mœurs de république bananière. Ça interroge sur ce qui s'est passé avant. Est-ce que ça a déjà été le cas dans d'autres élections? Moi, j'ai toujours fait confiance. Je me suis toujours dit, bon, voilà, c'est... Et là, non, on a un gros doute maintenant sur ce qu'ils sont capables de faire pour manipuler les résultats. Tout d'un coup, je me dis, mais comment ça se fait? C'est vrai, on n'a jamais contrôlé, ni au départ, ni à l'arrivée, les votes électroniques. Hier, il y en a eu un certain nombre. Je ne sais pas vous dire comment ils ont été établis. C'est étrange. Donc là, c'est intéressant parce que c'est aussi une ligne qu'adopte parfois Jean-Luc Mélenchon, c'est le complotisme. C'est ça, c'est ce que je disais. Et ça, c'est intéressant. La mise en doute même des institutions. Mais avec des éléments du réels. résultat du Oui, vote. et où il a raison. Il a raison sur le départ. C'est-à-dire que c'est un extraordinaire joueur. C'est le tribunal. C'est la première fois que le nuançage est contesté devant le Conseil d'État. Non, je ne parle pas de ça, mais le tribunal, par exemple, a donné raison pour l'affichage. Oui, mais ce n'est pas la première fois. La dernière fois aux élections, il y a déjà eu un nuançage qui avait été annulé par le Conseil d'État. Mais là, c'était quand même... Mais ce qui est intéressant, moi je voudrais revenir sur la formule, c'est qu'elle est inversée par rapport à ce qu'il disait au cours de la campagne. Au cours de la campagne électorale, il disait « je veux que votent pour moi les fâchés, pas fachos ». Donc le fait d'être facho était un obstacle absolu au vote Mélenchon. Et là, il inverse la formule. Et d'un point de vue rhétorique, c'est fascinant. Maintenant, c'est les fachos, ok, mais s'ils ne sont pas trop fâchés. Donc le critère, vous avez raison. C'est personne attention, ne l'avait souligné, mais vous avez bien sûr, raison. au cours il a inversé sa rhétorique. Même au mois d'avril, encore au cours de ses meetings, il disait ok, si vous êtes fâché, mais pas facho. Et là maintenant, c'est facho, ok, mais pas fâché. Donc le critère n'est plus fâché, mais facho. Et donc il accepte expressément le vote facho. Il y a toujours un... par ailleurs, on peut s'arrêter. Monsieur Hervoët, je vous sens... Non, mais c'est-à-dire que deux choses. D'abord, il ne résiste pas au plaisir de faire un bon mot. Tout le monde l'a fait, ce jeu sur facho, fâché, fasciste, etc. Et fâcheux, et on ne lui en veut pas pour ça. Mais l'idée que voter pour Le Pen est de toute façon un vote perdu, est un vote inutile, qui est le fond du raisonnement donc, de Jean-Luc Mélenchon, c'était la grande idée d'Éric Zemmour. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, à l'époque où, avant l'obsession pour Mélenchon, il y avait une obsession pour Zemmour. En fait, c'était lui, dans la pré-campagne, il y a 6 mois, c'était lui le héros, le centre de tous les débats, totalement balayé. Le seul point commun qu'il y ait par rapport à l'an dernier, c'est qu'il y a toujours une quasi-majorité de Français qui ne veulent rien entendre de tout ça, qui préfèrent aller à la pêche, qui considèrent qu'ils n'ont rien à espérer des hommes politiques, que ça ne changera rien, quelle que soit la majorité, et que de toute façon, ils ne sont pas concernés. C'est ça. C'est pas les fachos, les fâchés, c'est ceux qui sont réellement en dissidence que devrait essayer de conquérir M. Mélenchon, plutôt que de faire des appels du pied à un électorat qui est en colère. Il ferait mieux de s'intéresser à essayer de remettre dans le jeu les gens qui ont désormais pris une sorte de tangente et qui considèrent que il n'y a rien à espérer, il n'y a plus rien à attendre. Sur le discours de Mélenchon, il y a toujours un point d'appui qui est un point qui est réel. On ne va pas lui enlever ça. Par exemple, sur, en effet, le ministère de l'Intérieur,
Oui, Charlotte d'ailleurs l'a souligné, ce qui s'est passé est quand même assez scandaleux. Maintenant, sur le travail à l'Assemblée nationale, il n'a pas totalement tort. Pourquoi ? Parce que le groupe de la France Insoumise, on peut lui faire tous les reproches, en effet, sur les textes qu'ils ont proposés, les propositions de loi, mais ils ont énormément travaillé. On les a beaucoup entendus pendant 5 ans. Et très franchement, je ne suis pas persuadé que s'il y avait un groupe Rassemblement National, il travaillerait autant que va travailler le groupe France Insoumise. C'est ce que j'ai dit à Jordan Bardella ici lorsque vous l'avez invité. Parce que j'ai juste un mot, vous avez dit dans votre éditorial très brièvement que tous les économistes étaient d'accord pour dire que le programme était irréalisable. C'est pas vrai. Il y a des grands économistes qui soutiennent. J'ai pas dit tous. J'ai dit exactement la phrase que j'ai dite. Son programme économique conduirait le pays à la faillite, rapportent les experts les plus crédibles. Il y a des experts assez crédibles qui disent l'inverse. Vous aurez à rendre Non, c'est tout ce que j'ai dit, moi. Non, mais voilà. Vous avez Julia Cagé, vous avez Thomas Piketty. Après, on est d'accord ou pas d'accord ? Juste rétablissons un tout petit peu de pluralisme là-dedans. J'entends bien, mais vous mettez Piketty dans les économistes crédibles. Oui, je pense. Mais moi, je pense qu'il a quelques titres universitaires. Ah oui, ça, il a des titres universitaires. Mais Sandrine Rousseau aussi a des titres universitaires. La seule question que je pose toujours à ces gens-là. C'est un débat, c'est tout. La seule question. La question n'est pas tranchée. La seule question que je pose toujours à ces gens-là, c'est toujours la même. Le système libéral, ou d'ailleurs on n'est pas dans un système libéral, mais la social-démocratie, elle a plein de défauts. Plein de défauts, les amortissements sont peut-être pas assez importants, etc. Mais bon, où est-ce que ça a marché, le système que préconise économiquement M. Mélenchon ? Dans quel pays ça a marché ? En France, ça marche. Dans quel pays ça a marché ? C'est tout. Alors, il a plein de... Comment dire, le système libéral a plein de défauts. Nous sommes d'accord. C'est entendu. Alors, vraiment, on peut en parler pendant des heures. Il n'y a pas d'unanimisme absolu sur les... Oui, mais M. Piketty, ça serait intéressant d'ailleurs de l'avoir. Mais d'autres, il y a... Dans quel pays ce qu'il propose a marché ? C'est une question simple quand même, ça. Vous ne pouvez pas répondre. Et pour cause. Il est 9h... Comment ? Non, mais il est 9h16, c'est tout. Mais j'ai rien contre personne. En général. 9h16, Audrey Berthaud. Le plein coûte de plus en plus cher. Le prix du gasoil explose. Le prix moyen du litre a augmenté de 7 centimes en une semaine pour atteindre 2,10 € ce matin. Quant au samplon 95 et 98, il reste aussi au-dessus de la barre des 2 €. Le salon de l'armement Oro Satori s'est ouvert à Villepinte avec une attention toute particulière vers les systèmes de défense anti-aérien. Un marché dominé par les États-Unis et la Russie, mais les Français sont aussi dans la course avec le système Mamba. Une version améliorée pour intercepter les missiles hypersoniques doit être mise en service en 2025. Enfin, Mick Jagger positif à la Covid à 78 ans. Mauvaise nouvelle pour les fans des Rolling Stones puisque le concert prévu hier soir à Amsterdam a été annulé. Mais une nouvelle date sera bientôt annoncée. Il y a Monsieur Moreau qui m'interpelle sur mon mail. Je ne sais pas pourquoi il a mon mail, mais il m'interpelle. Il me dit, lorsque vous parlez de Mélenchon, ayez l'honnêteté intellectuelle et éthique d'inviter une personne de l'ANUPS. Mais bien sûr, j'avais invité M. Corbière et j'invite en général l'ANUPS, ils ne veulent pas venir. Donc moi, j'invite tout le monde sur le plateau. J'invite même M. Mélenchon. Il ne veut pas venir. Donc, je ne peux pas aller le chercher. En revanche, il est venu hier chez Anne-Sophie Lapix. Et il a échangé sur... le mot « la police tue », notamment insulter la police. Et écoutez cet échange hier soir aux 20h de France 2. Vous commencez par me dire que je dois me reprocher une phrase parce que électoralement, elle ne serait pas payante. Non, parce que c'est une généralisation. Qu'est-ce que vous en faites ? Et la morale, qu'est-ce que vous en faites ? Alors, c'est la morale aussi. Là, on parle de généraliser. Alors, ça compte. Alors, écoutez, que tous pourris, mettons ça de côté. C'est une accusation gratuite. Personne n'a insulté la police. C'est pas le sujet. Madame Borne fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire peu de choses, pour essayer de surnager. La police tue, ça s'appelle insulter la police. Si vous me permettez de généraliser, ça s'appelle insulter la police. Moi, je le prends, en tout cas, mais je le prends comme ça. Ils ont passé leur temps à faire une machine arrière, et je comprends, parce que c'est dans le terme électoraux, c'est difficile, surtout d'ailleurs quand on veut séduire des fachos pas fâchés, donc c'est quand même difficile. Ouais. Donc ils sont revenus en arrière en disant mais non, on ne sensibilisait pas, c'était pas la police en général, c'était quelques policiers, donc on peut très bien dire la police tue. Voilà. Simplement, évidemment, si j'étais taquin, je dirais que en se hasardant et en disant l'islam tue, je ne pense pas qu'ils auraient le même type de réaction. Et pourtant, ce serait également la même forme d'essentialisation. Mais vous avez parfaitement raison, et
Et cette comparaison est effectivement excellente. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne veut pas venir sur notre plateau, parce que vous lui diriez ça. Vous savez, M. Mélenchon, il ne veut pas parler avec Éric Nolot quand même. Pourquoi ? Parce qu'Éric Nolot est très brillant, il est très précis. Absolument. Et il incarne une gauche républicaine et il refuse de parler avec lui. Moi, je me méfie toujours des gens qui refusent de parler avec des interlocuteurs qui ne sont pas d'accord avec eux. Vous voulez dire quelque chose ? Non, non. Bon. Je suis... Non, mais... Non, non, vraiment, vraiment. Magnifique. On parle... Magnifique, il est exécuté, il est jugé. Mais, ah ben non, mais ne dites pas ça non plus. Non, pardon, je n'ai rien dit. Vous n'êtes que dans l'ironie. Ne dites pas ça. Je vais vous dire, j'ai écouté les déclarations de M. Mélenchon. Alors, oui. Je vais aller au bout de la pensée que je n'avais pas encore fini de concrétiser, de coaguler. Moi, hier, à vrai dire, il y a des gens qui ont été condamnés à des peines de prison de 5 à 25 ans de prison. 25 ans quand même. 25 ans, c'est pas rien, une vie. 25 ans de prison à Cuba pour notamment insulte à la police. Ce sont les manifestants de l'été dernier. Il y a eu l'été dernier le plus grand mouvement de contestation sociale à La Havane et dans tout le Cuba depuis 1959. C'est-à-dire que pour la première fois, vous aviez depuis donc pratiquement plus de 60 ans, vous aviez la foule dans la rue pour contester la politique sociale menée par le gouvernement de M. Diaz-Canel. Et les gens ont été raflés. Il y en a 400 qui ont été jugés hier. Il y en a 300 qui ont été condamnés. 300 à des peines de prison allant de 5 à 25 ans. Ils n'ont tué personne, ils n'ont pas cassé grand-chose, mais par contre, ils ont effectivement insulté la police locale, les comités de défense de la République, et ça leur en cuit, ça leur coûte cher. 5 à 25 ans de prison, dont des mineurs. Eh bien, j'ai remarqué que Jean-Luc Mélenchon, lui, qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe à Cuba, comme à La Havane, comme à Managua, pas un mot. Mais pas un mot dans l'espace médiatique non plus. La presse française, on a traité ça, mais vraiment en bref. La presse hispanique, la presse espagnole... Bien sûr. Ah non, non, eh bien, on va le traiter, ça. Voyez-vous, Charlotte Gors est là. C'est le rapport à la police, si vous voulez. Ouais. La police tue... si la police tue en France, donc là, la police à la mais c'est très intéressant. Parce qu'elle ne se fait pas tuer, mais 5%, elle étouffe dans l'œuf n'importe quelle contestation. Donc c'est très intéressant. On pourrait imaginer que Le Monde, qui ouvre chaque jour sur l'étranger, est ouvert ce matin ou hier par ces procès. Ça serait très intéressant d'ailleurs. Mais là encore, ça n'entre pas dans la ligne éditoriale de la... C'est loin, c'est compliqué. Non, c'est pas loin, c'est que le pouvoir est de gauche. C'est surtout ça. C'est pas si simple. Croyez-moi, ça serait un pouvoir. Le communisme, ça marche quand même, ça a de beaux résultats quand même à La Havane. Ça serait un pouvoir d'extrême soleil, droite. Vous aimez le soleil ? Ça serait un pouvoir d'extrême droite qui mettrait en prison 400 personnes simplement pour avoir contesté la police. Croyez-moi, ça serait la une de toute la presse française, et vous le savez bien. Alors, écoutons Michel Onfray. Michel Onfray qui était très en forme ce matin sur la tyrannie douce dans laquelle nous sommes entrés dans la France d'aujourd'hui et qui, d'une certaine manière, ensuite répond une nouvelle fois à Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, c'est très intéressant. Oui, on est passé d'une tyrannie à l'ancienne, je dirais la tyrannie du XXe siècle, casquée, armée, botée. Il y avait des chars dans la rue, il y avait des prisonniers politiques, il y avait des tortures, il y avait des exécutions. Donc ça, effectivement, le XXe siècle, on a bien connu, de droite et de gauche, de Vichy à Moscou, en passant par Berlin et puis l'Espagne ou l'Italie. On a bien connu tout ça. Et maintenant, la tyrannie est beaucoup plus douce, extrêmement souriante. C'est-à-dire que la propagande n'est pas faite par Goebbels, mais elle est faite par... On va parler des médias, mais je veux dire qu'on voit bien que, surtout les médias qui résistent, je veux dire, les médias dominants, les médias du service public, mais l'université, mais l'école, tout est fait pour conditionner les gens de manière pavlovienne, de façon à ce qu'on puisse dire Marine Le Pen, d'un seul coup, tout le monde bave. Et puis, bave négativement. Puis quand on dit Mélenchon, tout le monde bave positivement. Je trouve assez sidérant qu'un personnage qui nous dit que le Tibet envahi par la Chine, c'est pas du tout un problème, par exemple, c'est Mélenchon, que ces gens-là ont des bonnets pointus, etc. Enfin, cette façon de moquer les Tibétains, ça ne pose aucun problème. Ce qui a été dit quand même précédemment concernant l'Ukraine, alors après il a refait un virage, mais on n'a pas de mémoire. On pourrait avoir de la mémoire qui nous permettrait de dire quand même que Mélenchon a un grand passé poutinophile et qu'il a cessé de l'être quand il a vu que ça n'était pas rentable. Et il n'y a pour le coup aucune mémoire télévisuelle qui nous a permis de dire excusez, mais enfin, on a tout de même des traces. Donc il y a une espèce de fond
gauchiste, je dirais, j'aime pas trop le mot, mais enfin de fond gauchiste, qui fait qu'il y a des choses dont on ne parle pas. On ne parle pas du pacte germano-soviétique, par exemple. Le PC a collaboré pendant 2 ans avec l'occupant nazi, mais ça, on ne le dit pas. On ne parle pas non plus de ce que la Révolution française a été véritablement, qui est Robespierre. On peut aujourd'hui dire du bien de Robespierre. Monsieur Corbière et Madame Garrido, Corbière a été réélu au premier tour, Paris Match nous faisait savoir qu'ils avaient un portrait de Lénine dans leur salon, ça ne pose aucun problème. Vous imaginez que, je ne sais pas, Jordan Bardella ait un portrait du maréchal Pétain dans son salon? Ça ne le ferait pas. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses dans cette intervention. Mélenchon poutinophile, c'est une réalité? Oui, c'est pas forcément le meilleur procès qu'on puisse faire. Moi, je trouve très frappant dans ce que dit, qui est remarquable, Michel Onfray, c'est sur le manque de mémoire des médias. Ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire parce qu'on a tous les moyens. Attendez, on a tous les moyens d'avoir une mémoire numérique. Ça dépend pour qui. Et de faire. Mais il y a. Ça dépend pour qui. C'est vrai. Mais il y a très très peu ce travail. C'est vraiment un métier à la fois de Shadok où tout le monde pompe sur tout le monde et un métier de poisson rouge où on a fait le tour du bocal. Une fois qu'on a fait le tour du bocal, on vit dans une espèce de présent permanent. Un présent permanent. Les gens n'ont pas à rendre tellement de compte. Vous, peut-être? Non, ça dépend. Parce que vous êtes de toute façon incriminé. Non, ça dépend. Parce que vous êtes sous le regard, sous la loupe. Vous êtes dans le collimateur. C'est pas moi, je parle d'intervenants. Il y a des gens dont on va chercher ce qu'ils ont dit il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, pardonnez-moi. Oui, parce qu'ils ont définitivement été, sauf c'est l'exception, ils confirment la règle, sauf parce qu'ils ont été définitivement, effectivement, classés dans, avec l'étiquette infamant du suspect. Et donc c'est très insidieux et c'est à la fois totalement, c'est vraiment totalitaire. Mais pour le reste, pour les bien-pensants, pour le camp du bien, il y a une sorte d'innocence permanente. Et ils ont même eu tort ils ont même eu raison d'avoir tort d'une certaine manière. Vive le Kampuchéa. Hier, il y avait quelqu'un qui racontait que Monsieur Badiou avait écrit Kampuchéa vaincra en 1979. Absolument. Hein, bon. Ah oui. Mais ce qu'il a raconté, c'est que le Monde lui-même avait écrit Phnom Penh libéré à la libération. On va marquer une pause. Mais Edoui Plenel, s'il a écrit... Il y a une sorte de romantisation de la Révolution. On va marquer une pause. Edoui Plenel, qui a écrit ce qu'il a écrit sur Munich 72 et qui a fait ce qu'il a fait quand il était à la une du Monde contre Dominique Baudis. C'est pas rien quand même. Ça pourrait te mettre en dehors du circuit. Non. La pause. Il est 9h32. Audrey Berthaud. À Grenoble, la police a lancé un appel à témoins après une agression dramatique qui a rendu un homme de 45 ans tétraplégique. Ça s'est passé en plein centre-ville dans la nuit du 25 au 26 mai. Cet homme a voulu venir en aide à un couple pris à partie par 3 personnes, sauf que ça s'est retourné contre lui. Les agresseurs l'ont roué de coups avant de le laisser pour mort. Ménage, bricolage, soutien scolaire, les Français qui ont recours à des prestataires de services à la personne peuvent bénéficier à partir d'aujourd'hui d'un crédit d'impôt en temps réel. Ils n'ont plus besoin d'attendre l'année suivante pour percevoir cet avantage fiscal au plafond de 12 000 € par an. Enfin, Amber Heard s'exprime pour la première fois depuis la fin du procès qui l'opposait à Johnny Depp. L'actrice accuse son ex-mari d'avoir payé des témoins. Elle dénonce également la haine qu'elle a subie sur les réseaux sociaux. À la demande générale, nous allons revoir la séquence poubelle, pour tout vous dire, parce que Charlotte voulait redire un mot là-dessus, et c'est vrai que beaucoup de gens nous appellent. C'est Thierry Roland qui disait ça, il disait le standard a explosé, alors personne n'appelait. Vous avez été très nombreux à vouloir revoir cette séquence. Et bon, et vous avez été très nombreux à vouloir revoir cette séquence, vous nous avez appelé, donc je vous la propose. Tack. Precis där, ja. Lite mer till vänster nästa gång. Det där var galet skönt. Je rappelle donc que c'est une ville du sud de la Suède qui s'est récemment lancée dans cette nouvelle campagne de sensibilisation à la propreté urbaine en changeant la voix traditionnelle des poubelles parlantes par une voix féminine suggestive. Et vous vouliez citer là-dessus
Solzhenitsyn. Pourquoi ? Je disais, ça me faisait penser, il y a une phrase de Solzhenitsyn, vous savez, il quitte l'URSS, le grand dissident. Il écrit beaucoup sur le monde libre en pointant ses travers également. Et il avait eu cette phrase en disant « On n'asservit plus sûrement les foules ou les peuples », je cite de mémoire, mais avec la pornographie qu'avec des miradors. Et pour quelqu'un qui venait de quitter l'URSS, cette phrase est lourde de sens. Alors, évidemment, c'est la question du recours aux pulsions, là, en l'occurrence. Hein. C'est moins moral que sur la question de la place qu'on accorde aux pulsions de l'homme et surtout comment est-ce qu'on s'en sert pour asservir l'homme. Et là, en l'occurrence, de se dire des adultes, on va faire parler une poubelle sur le terrain sexuel pour leur faire jeter leurs déchets à la poubelle, c'est quand même vraiment les réduire au néant de la réflexion. Donc c'est parfaitement vrai qu'il y a un mouvement d'asservissement réel. Bientôt on fera ça quand on mettra notre bulletin dans l'urne. Et arrêtez, ils sont capables. Le président du bureau de vote vous remerciera. Non, pas là-dessus du tout. Pas là-dessus. Je voudrais juste réagir à ce que dit Vincent Hervouet tout à l'heure, lorsqu'il citait tous les éléments où la gauche avait oublié le Kampuchea, avait oublié un certain nombre, avait oublié Cuba, etc. Il y a quand même une particularité de la gauche française par rapport aux gauches européennes, à l'exception d'un ou deux penseurs comme Castoriadis, c'est que la gauche française n'a jamais été anti-totalitaire après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été antifasciste, c'est vrai, mais anti-totalitaire, jamais. Et ça, c'est une originalité, c'est une exception française par rapport à l'ensemble des gauches européennes, où vous avez eu des intellectuels qui ont fait la critique du totalitarisme. En France, non. Du coup, évidemment, quand vous vous trouvez avec des éléments totalitaires dans des organisations et des programmes, ça passe crème. On ne s'en aperçoit pas du tout. Le PC était pro-soviétique, mais pas le PS, pas la SF. Non, ce que je dis, c'est la critique de la période totalitaire, qui a été l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas, en tant que totalitarisme, n'est-ce pas ? Vous l'avez eu dans les autres pays où on parlait justement de Staline, c'est vrai. etc. Il y a un célèbre apostrophe, je crois, où Jean Daniel interroge Solzhenitsyn. Mais en France, non. C'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, je veux dire. Bon, l'Arc de Triomphe, qui est à 2 pas d'ici, l'Arc de Triomphe, sur la colonne de gauche de l'Arc de Triomphe, la colonne qui est au nord-ouest, vous avez encore le nom de 2 généraux qui étaient à la tête des colonnes infernales et qui sont couverts du sang des enfants et qui ont été les auteurs de ce crime contre l'humanité évident qui est la Vendée. Et ça n'a jamais été révisé. Il n'a jamais été question de retoucher la gloire de ces 2 hommes. Donc c'est Robespierre. Et Saint-Just, tellement beau. Voilà. Et Robespierre, tellement fort. Quelle inspiration, non ? Quand on parle de la Vendée, on ricane. C'est le mot de Clémenceau, la révolution est un bloc. C'est ce mot-là, alors on peut le contester ou pas, la révolution est un bloc. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'un bloc dans notre regard sur l'histoire, vous remarquerez. Oui, mais c'est vrai que c'est une mauvaise France qui régulièrement, à la Commune, 40, la Révolution française, refait surface et qui montre le peuple que nous sommes. Alors parfois il y a une bonne France, mais peut-être existe-t-il aussi régulièrement une mauvaise France de passion triste, de rancœur, de ressentiment. Peut-être, je dis bien peut-être. Alors, ça montre ce que Hannah Arendt appelait the mob, c'est-à-dire la populace. Et la populace, c'est pas le peuple. La Vendée, pardon, c'était les élites. Oui. Bon. Les consignes de vote. Revenons à quelque chose peut-être de plus terre à terre. Pardonnez-moi, Jeanne Cancard, les consignes de vote, parce que personne n'y comprend. Personne n'y comprend plus rien. Je ne sais pas si vous comprenez les consignes de vote. Alors écoutez ce sujet. Je crois que Marine Le Pen est intervenue sur elle également ce matin. Au niveau national, aucune consigne de vote n'est donnée par la majorité présidentielle en cas de duel entre la NUPES et le Rassemblement national. Pour Elisabeth Borne, il faut faire du cas par cas dans les 61 circonscriptions concernées. Notre position, c'est aucune voix pour le Front national. Ensuite, quand on a des candidats NUP, très clairement, si on a affaire à un candidat qui ne respecte pas les valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine, qui veut sortir de l'Europe, nous n'appelons pas à voter pour lui. Si on a affaire à un candidat qui respecte les valeurs républicaines, alors nous le soutenons. C'est par exemple ce
ce que j'ai eu l'occasion de dire s'agissant de Fabien Roussel. Mais au sein même de la majorité, d'autres, comme le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye, préfèrent une consigne sans ambiguïté. Quelle que soit la configuration, aucune voix ne doit aller au Rassemblement national. Le combat contre l'extrême droite n'est pas un principe à géométrie variable. Lors du second tour des élections législatives, d'autres duels opposeront la NUPES à un candidat de la majorité présidentielle. Dans ce cas de figure, la consigne est claire pour Jean-François Copé, maire Les Républicains de la ville de Meaux. Je considère qu'entre l'extrême gauche, comme l'extrême droite d'ailleurs, parce que c'est la même chose, et un parti de gouvernement, on doit évidemment, au nom de l'intérêt de la France, voter pour un parti de gouvernement. De son côté, Marine Le Pen appelle à ne pas choisir dans les cas où un candidat de la majorité présidentielle serait opposé à un candidat de la NUPES. Et Marine Le Pen était ce matin sur RTL. Écoutez ce qu'elle a dit sur les consignes de vote de La République En Marche. Il y a un capitaine là sur le bateau LREM où il n'y a plus personne. Chacun dit ce qu'il veut, n'importe quoi, dans tous les sens. J'ai entendu encore une fois, appel au vote différent. Moi, j'écoute ce que disent les porte-paroles. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand c'est pas une ZAD, mais si LREM a envie de devenir une ZAD comme NUPES, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que cette séquence surréaliste ensemble, c'est un peu le bordel. Disons-le comme ça, de manière un peu triviale. C'est vrai que c'est Elisabeth Borne qui a fait un tweet au milieu de la nuit entre dimanche et lundi. Effectivement, il y a des positions différentes. Pap Ndiaye, il est sur une position manifestement différente. Bon. L'élu de La République En Marche contre Marine Le Pen refuse justement d'appeler à voter contre Marine Le Pen, apparemment, enfin en tout cas jusqu'à ce matin. Et c'est normal, c'est-à-dire que quand vous avez passé votre temps à déconstruire la vie politique, évidemment, votre propre camp, il y a un moment donné où il est éparpillé. Oui, mais c'est pas tenu. Honnêtement, voilà. C'est pas tenu. C'est-à-dire que peut-être qu'Emmanuel Macron a pris un peu de distance là-dessus, mais c'est pas tenu. Oui, c'est pas absolument négligeable en termes numériques. Il n'a pas pris un peu de distance. Prendre de la distance. Il est dans une distance stratosphérique. Il y a combien de temps qu'il n'a pas vu M. Ferrand? Il y a combien de temps qu'il n'a pas vu ses principaux lieutenants? Il y a combien de temps? Ça représente quand même, je veux dire, ça représente numériquement 60 circonscriptions. Les duels. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de ligne directrice. Juste un petit mot sur Jean-Michel Blanquer, qui est peut-être mauvais perdant, qui va faire un recours. Le candidat NUPS, dans ma circonscription, dit-il, se comporte de façon scandaleuse en permanence. Sa violence verbale est extrême. Il m'a attaqué à plusieurs reprises de manière inacceptable. Je ferai un recours juridique sur cette élection parce que le candidat qui est passé devant moi à 180 voix, c'est-à-dire très peu, a violé plusieurs règles électorales pendant la campagne. Faire des posts Facebook qui sont sponsorisés vers les électeurs, c'est interdit, par exemple. Faire venir des gens pour me parodier et éditer des tracts qui imitent mes tracts en disant des choses inexactes, toute une série de choses qui violent sciemment les règles de l'élection, tout leur semble permis, a dit Jean-Michel Blanquer. Donc affaire à suivre, ça va être intéressant. D'ailleurs, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher bien après l'élection. Bon, Cédric Jubilard, qui reste en prison. On a peu parlé de l'affaire Jubilard depuis le départ. Mais c'est vrai que ça m'intéresse, cette affaire, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans le dossier. Bon. Vous le connaissez? Je le connais, j'écoute ceux qui le connaissent. Oui, vous écoutez. Il y a vraiment, mais rien de rien. Bon, simplement, tout le monde est persuadé que c'est lui. Tout le monde est persuadé que c'est lui, et principalement les juges. Mais effectivement, est-ce que tu dois laisser en prison quelqu'un contre lequel il n'y a pas un élément matériel, hein? Entendons-nous bien, je ne dis pas de bêtises, et Jean-Luc Thomas, qui est avec nous là-dessus, pourra me confirmer ça. Alors, il est à Toulouse, et je voulais qu'il intervienne de Toulouse, parce qu'à Toulouse, tout le monde ne parle que de ça. Et tout le monde a un avis. C'est-à-dire que l'affaire Jubilard, vous descendez, vous arrivez à Toulouse-Blagnac, hop, on vous parle que de ça. L'affaire Jubilard, tout le monde a un avis. Je voudrais qu'on écoute l'avocat, tout d'abord, de monsieur Jubilard, qui s'appelle Alexandre Martin. Écoutez-le. Je regarde les commentaires des internautes qui commencent quand même à être scandalisés par la manière dont est traité Cédric Jubilard. Mais profitons-en dans le cadre de vos émissions pour... en sortant un peu de l'affaire Jubilard, poser le vrai problème qui est maintenant la détention provisoire en France, le non-respect de la présomption d'innocence dans un dossier où tout le monde s'accorde à dire quand même qu'il n'y a pas de preuves. Après, chacun peut avoir son avis, on peut... voilà, mais en tout cas, il n'y a pas d'éléments et c'est ça qui est véritablement scandaleux et insupportable.
pour l'institution judiciaire, la détention de Cédric Jubilard est devenue un enjeu terrible. Rien ne justifie juridiquement que cet homme soit maintenu en détention, mais la justice considère désormais que si Cédric Jubilard était relâché, ce serait presque la démonstration de son innocence. C'est pas le débat, c'est pas ce que nous avons demandé au juge. Cet homme est désormais présumé coupable et on le maintient en détention pour essayer d'habiller un coupable et de le présenter comme tel un jour devant une juridiction. Bon, je demanderai dans une seconde à Jean-Luc Thomas de valider ce que je disais il y a une seconde, et il est avec nous, mais il est 9h45, en tout cas quasiment. Audrey Berthaud. Au procès de Dino Scala, jugé pour viol et agression sexuelle sur 56 victimes, le portrait élogieux dressé hier par son épouse s'est heurté aux témoignages accablants de leur entourage. C'était en 86, j'avais 21 ans, j'ai senti une présence dans la chambre. Quelqu'un s'est glissé dans mon lit, je suis persuadée d'avoir été droguée. Ce soir-là, a par exemple témoigné l'une des sœurs de la première épouse de Dino Scala. La guerre en Ukraine, le coût humain de la bataille de Sévérodonetsk est terrifiant, c'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky cette nuit. Un peu plus tôt, les forces ukrainiennes ont reconnu avoir abandonné le centre de cette ville clé du Donbass. Enfin, Joe Biden prévoit de se représenter à l'élection présidentielle en 2024. La porte-parole officielle de la Maison-Blanche a confirmé les intentions du président démocrate qui entend bien briguer un nouveau mandat dans 2 ans. Le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a donc décidé de renouveler pour 6 mois supplémentaires la détention de Cédric Jubilard. Depuis 1 an, c'est toujours le même argument qui revient quant à la mesure de privation de liberté. Dans ce dossier, il n'y a pas de preuve classique, dit-on dans les arrêts rendus par la Chambre de l'instruction. Il n'y a pas de preuve classique, ni ADN, ni empreinte, ni éléments techniques, mais il y a un ensemble d'indices mis bout à bout, agglomérés les uns aux autres et interprétés dans un contexte général qui permettent de dire que Cédric Jubilard apparaît comme celui qui est le plus à même d'avoir commis les faits. Donc c'est passionnant parce que c'est presque théorique. Pas d'ADN, pas d'empreinte, pas d'éléments techniques, pas de corps, rien, mais faisceau d'indices. Jean-Luc Thomas, est-ce que vous validez d'abord tout ce que nous disons sur ce sujet ? Oui, je valide totalement. Après, la justice dit qu'il y a des indices graves et concordants. Par exemple, le témoignage du fils de Cédric Jubilard, le petit Louis. Également, il y a des soupçons par rapport à une voiture qui aurait été dans le mauvais sens par rapport au moment où Delphine Jubilard garait sa voiture habituellement. Il y a aussi d'autres indices, par exemple les aveux qu'aurait fait Cédric Jubilard, un prisonnier juste à côté de sa cellule. Alors tout ça fait que la justice a donc décidé de laisser Cédric Jubilard en prison pour encore 6 mois. Alors c'est vrai que c'est bien que par exemple les aveux dits à un autre prisonnier, bon c'est le prisonnier qui dit cela, mais lui-même, est-ce qu'il rapporte la vérité ou pas ? En revanche, vous m'avez dit quelque chose qui nous a intéressé. Le fils de Cédric Jubilard, dites-vous le petit Louis, qu'a-t-il dit qui puisse mettre en cause Monsieur Jubilard ? Eh bien, il a tout simplement dit et vu ce fameux 21 décembre que Cédric et Delphine Jubilard s'étaient disputés de façon importante, de façon grave selon lui. Mais évidemment, c'était des propos tenus par un enfant qui avait 6 ans à l'époque, qui a été entendu à peu près 1 an après par les juges d'instruction. Donc évidemment, pour la défense, il y a caution sur ce témoignage. Cédric Jubilard est soupçonné du meurtre de sa femme Delphine, disparue il y a 1 an et demi à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. L'infirmière, mère de 2 enfants, n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Bon, ça pose une question de principe. Je ne sais pas si vous avez un avis dessus, maître. Bon, est-ce qu'on doit mettre quelqu'un en détention provisoire avec un dossier, en l'occurrence, qui est... Alors moi, j'ai un inconvénient par rapport à vous, c'est que vous connaissez le dossier manifestement et pas moi. Mais je ne le connais pas plus que vous. Donc on ne le connaît pas ni l'un ni l'autre. Alors on n'en parle d'aucune affaire. On n'en parle pas. Mais c'est possible. C'est le secret de l'instruction. Mais c'est possible. Mais quand je lis, par exemple, l'arrêt
quand je lis la chambre de l'instruction qui dit dans ce dossier, il n'y a pas de preuve classique, ni d'ADN, ni empreinte, ni éléments techniques. Bon, c'est quand même c'est la chambre de l'instruction qui dit cela. Oui, mais on se satisfait aussi d'autres modes de preuve. À chaque étape dans l'instruction, la chambre de l'instruction et le juge des libertés de la détention doivent vérifier l'existence d'indices graves et concordants qui sont nécessaires au maintien en détention provisoire. Il y a 1000 affaires en France où il n'y a pas de corps, où il n'y a pas de preuve ADN, mais où il y a... Et les gens, je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, les gens soient emprisonnés. Bien sûr que oui, mais évidemment, bien sûr que oui. Et donc, il y a des voies de droit. En effet, le juge des libertés a prolongé pour 6 mois. Il y aura un appel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose de pavlovien dans le renouvellement. Mais je crois que dis juste qu'il y a une obligation de quelle est la motivation. position de la Cour européenne des droits de l'homme sur la détention provisoire? Mais elle doit être encadrée dans sa durée. Mais là, il est en détention, je crois, depuis 1 an. Oui. Et donc, au-delà donc ça va être un an et demi. Il va être donc 1 an et demi. Il peut faire des demandes de mise en liberté tous les jours. L'affaire Viguier, par exemple, souvenez-vous toujours, à Toulouse, il avait comparu libre. Bien sûr, mais si in fine il est reconnu innocent, il sera démisé. Je ne dis pas que le système est parfait. Non, mais moi, je vous interroge. Franchement, je n'ai pas d'avis. Il y a des voies de droit, et c'est vrai, et les avocats le disent parfois vainement, qu'on se satisfait pour mettre en détention provisoire des personnes d'indices qui sont assez ténus, mais malgré tout, il y a une obligation de motivation. Charlotte. C'est surtout que la détention provisoire ne repose pas sur les preuves du dossier, c'est d'autres critères. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Les critères de pression sur témoins... c'est un critère de l'article 144 du Code de procédure pénale. Vous êtes d'accord que ce n'est pas des preuves qui pèsent contre lui, c'est simplement la question... Parfois même, on maintient en détention pour protéger la personne dans un dossier. Oui, ce n'est pas nécessairement ça, c'est la mise en examen qui est décidée par rapport aux indices graves. Mais il y a plein de critères légaux, c'est la loi, c'est le risque de réitération, le risque de pression sur les témoins, le risque de déperdition des preuves. Je suis en train de la défendre, la loi en l'occurrence, vous énervez pas. Je dis simplement que les critères, on ne maintient pas en détention provisoire parce qu'on pense qu'il est criminel, précisément parce qu'il est coupable, puisque précisément le jugement n'a pas encore eu lieu. La détention provisoire, c'est il y a d'autres critères que la culpabilité de la personne. Là, on pense qu'il est coupable. Les juges pensent qu'il est coupable. Ils pensent d'ailleurs, c'est toujours pareil, ils disent si c'est pas lui, c'est qui? Qui a tué si c'est pas lui? Il y a personne d'autre qui pouvait tuer. Ce que je veux dire, c'est que dans le dossier, c'est voilà ce qu'ils se disent, j'imagine. Après, faut avoir un corps, faut prouver, faut devant un tribunal apporter des éléments de preuve. Dans Viguier, il n'y avait pas de corps. Comment? Dans Viguier, il n'y avait pas de corps. Dans Viguier, il n'y avait pas de corps. Mais là non plus, il n'y a pas de corps. Bien sûr. Jean-Luc Thomas, peut-être, si vous souhaitez réagir à ce que nous disons, Jean-Luc, puisque vous connaissez bien ce dossier. Oui, il faut quand même préciser que l'absence de corps, c'est l'élément principal dans cette affaire. Et ensuite, il faut bien voir, et c'est ce que nous disaient les 3 avocats hier à la sortie de leur entrevue avec le juge des libertés et de la détention, c'est que Cédric Jubilard en prison, tout le monde le croit automatiquement coupable. Cédric Jubilard hors de prison, eh bien, ça risquerait de changer la donne vis-à-vis, entre guillemets, du grand public, même si le grand public n'est pas directement concerné dans cette affaire. Mais vous savez bien que le pouvoir médiatique, j'allais dire, à la fois de cette affaire et puis de savoir si quelqu'un est en prison ou est en dehors, eh bien, peut changer aussi la donne. Merci. Deux petits éléments, rapidement. Ouais, mais on est en retard. Je ne voudrais 10 secondes. Pardon, 2 secondes. Je ne voudrais pas que les juges partent sur des choses, sur des éléments. Je ne veux pas me dédire. C'est parce que si je me dédie, c'est un camouflet. Et deux, il ne faudrait pas non plus que on parte sur le fait, comme aux États-Unis, que c'est histoire contre histoire et que l'épreuve, c'est pas ce qui prédomine. Pardon. On va marquer une pause. Je vais remercier. Est-ce que vous aimez le tennis, monsieur Hervouette? De quoi? Vous êtes un fils de grand bourgeois, on jouait au tennis dans les années 50-60. Oui. J'imagine vos grands-parents avec des pantalons, des les jeux de balle. Des raquettes en bois. Donc vous avez joué des raquettes en bois. Oui, tout à fait, raquettes en bois. Est-ce que vous connaissez? Je jouais à la paume, même. À la paume. Ça vous va comme ça, je tiens mon rôle, là. Je vais vous faire... C'est bon. Je vais vous faire plaisir. Nous allons recevoir Richard Gasquet. Qui va prendre la place de Monsieur Perrier. J'en suis désolé. Mais vous jouez au tennis, Monsieur Perrier? Assez mal, mais je suis assez fan de Richard Gasquet. Je suis
oui, mais il faut bien que quelqu'un... Non, véritablement. Non, mais l'incarnation du lawn tennis. Je fais traditionnellement toujours partir la personne dernière arrivée dans notre petite équipe. Eh bien, alors c'est moi. Donc, vous êtes Monsieur Perrier, même si vous étiez un sponsor important de Roland-Garros. J'ai un compte à la BNP quand même. Je ne savais pas comment vous alliez raccrocher. Et Monsieur BNP va vous remplacer. Richard Gasquet. Richard Gasquet, magnifique joueur de tennis. Je ne peux pas lutter. Élégance. Voilà. Le revers, le plus beau revers du circuit. Mais bien sûr. Évidemment. Et voilà. D'abord, je remercie Jean-Luc Thomas. Je le remercie grandement de la précision de ces informations. Je lui souhaite bonne chance parce qu'aujourd'hui, il va faire 40 degrés, paraît-il, à Toulouse, qui sera une des journées les plus chaudes dans la ville rose, merveilleuse ville rose de Toulouse. Et nous marquons une pause et Richard Gasquet arrive. À revers et contre tout, Richard Gasquet aux éditions Stock. Pourquoi à revers? Parce que c'est le plus beau revers, peut-être de l'histoire du tennis français. Revers à une main. Bonjour Richard Gasquet, merci d'être avec nous. On va pouvoir évoquer ce livre et puis parler de votre carrière, parce que vous serez à Wimbledon dans quelques jours, finalement. Mais Audrey Berthaud, tout d'abord, pour le rappel des titres. Emmanuel Macron est attendu en Roumanie. Aujourd'hui, le chef de l'État va saluer les 500 soldats français déployés sur une base de l'OTAN depuis l'invasion de l'Ukraine. C'est sa première tournée dans le sud-est de l'Europe. Et selon plusieurs médias étrangers, sa visite en Ukraine pourrait prochainement se dérouler. La flambée de l'inflation va renchérir le prix des repas des cantines à la rentrée. En cause, le prix de certaines matières premières qui a augmenté de manière extrêmement violente. Au premier trimestre, le lait a pris 16%, le riz 13%, la viande hachée 22%, soit une hausse moyenne de 12% sur un an, selon le directeur général du groupe Elior. Enfin, on connaît désormais le premier adversaire des Bleus pour le mondial de football 2022 au Qatar. Ce sera l'Australie. Les Socceroos se sont imposés contre le Pérou après une séance de tir au but. L'équipe de France les affrontera le 22 novembre prochain. Notre ami Vincent Arouet disait qu'il joue au jeu de paume. Je ne sais pas si vous jouez au tennis, si vous avez tenté. Essayé au tennis, mais... Oui, et au jeu de paume, j'ai essayé aussi. Je me suis essayé aussi. Oui. Bon, si vous voulez, vous écrivez, vous faites votre courrier pendant l'émission. Il n'y a pas de souci. Vous êtes sur votre portable. Bon, Richard Gasquet, le revers, c'est ma botte secrète, ma marque de fabrique, la signature de l'artiste. Un revers classique à une main, comme un parfum de romantisme concédé au gré d'un parcours parfois sinueux et tourmenté. My backhand, insistent mes amis anglais qui, à Wimbledon, m'ont toujours réservé un accueil privilégié. En raison de ce geste que je maîtrise depuis l'enfance, c'est grâce à lui que je me suis fait une place au soleil, grâce à lui que j'ai gagné une réputation. Ce constat est peut-être exagéré, il est peut-être réducteur, mais correspond aussi la stricte vérité. Et finalement, il y a tout Gasquet dans ce passage. L'élégance au-dessus de tout. Ouais, c'est vrai que l'élégance en France, c'est important. Il y a eu beaucoup de joueurs qui avaient des belles techniques. Et c'est clair que si on me reconnaît aujourd'hui un peu sur les tournois, c'est souvent grâce au revers. Parce que, je resterai l'homme un peu avec un revers à une main. En tout cas, quand je vais à Wimbledon ou à l'US Open, c'est vrai qu'on me connaît vraiment que grâce à ce coup, quoi. Mais c'est important, la manière dont vous en parlez, vous parlez de romantisme, d'esthétisme, et aujourd'hui, dans le sport, parfois, on ne parle que résultats. Ah, c'est important, l'esthétisme et tout, c'est important. Moi, j'aime bien le foot et tout, je regarde beaucoup les gestes techniques, mais après, c'est clair qu'aujourd'hui, le plus important reste le résultat. C'est clair que c'est pour ça qu'on joue. Après, je pense que c'est bien aussi d'avoir des joueurs un peu techniques. Le public aime bien avoir des émotions. Et je pense que le public aime beaucoup mon revers. Et c'est vrai que ça me fait plaisir. Mais après, le plus important, quand même, reste le résultat aujourd'hui. Alors, ça, c'est une vraie question. Est-ce que le plus important, c'est la victoire? Seule la victoire est belle. Est-ce que c'est une vraie question? Mais par exemple, en foot, il y a un joueur que j'adorais qui s'appelle Pastore, au PSG, qui est un joueur exceptionnel. Il a touché de balle, merveilleux. C'est peut-être pas le joueur le plus efficace parce qu'il est peut-être pas doué le plus physiquement, c'est pas bon. Mais c'est vrai que les esthètes, parfois du sport, peuvent aimer Richard Gasquet, peuvent aimer Javier Pastore. Ce qui me frappe, c'est que lorsque vous perdez, vous avez toujours une analyse de ce que vous avez fait qui est extrêmement élégante aussi. C'est-à-dire, vous dites, j'avais la forme physique, j'avais pas la forme tennistique, etc. Vous avez une remise en cause personnelle qui, justement, participe de cette élégance dont parlait Pascal Praud.
Ouais, c'est vrai que la remise en cause au tennis, on a tous les soirs. Hein. Sincèrement, quand on se couche tous les soirs, on se dit qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, pourquoi j'ai pas été aussi bon, pourquoi j'ai pas gagné ce match-là. C'est vrai que c'est compliqué le sport, c'est quand même une science assez exacte. Tu gagnes, tu perds. Donc voilà, il y a beaucoup d'analyses pour essayer d'être le meilleur possible. Et après, oui, j'ai été 7e mondial. Voilà, je sais que j'ai fait le maximum. Après, on n'a pas gagné de Grand Chelem, ce genre de choses-là. On l'entend souvent en France, mais en tout cas, je sais que voilà, on a fait le maximum. Il y a certainement des raisons, mais en tout cas, le sport, je trouve que c'est quand même une science exacte, quoi. Non, mais ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Et on posait ça en début d'émission. Qu'as-tu fait de ton talent? Vous dites j'ai fait le maximum. Est-ce que à la fin de votre carrière, vous avez le sentiment que vous êtes allé au plus loin où vous pouviez aller? Sincèrement, quand je regarde ma carrière, tu as toujours des petits regrets, mais c'est facile avec l'expérience aujourd'hui. J'aimerais bien avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui et revenir un peu à 14-15 ans, mais ça, c'est impossible. Mais après, oui, j'ai quand même tout donné sur le sport. Voilà, ça a toujours été ma passion. J'ai toujours pensé à ça du matin au soir. J'ai vraiment tout donné pour essayer d'être le meilleur. Et voilà, j'ai pas de... Mais on dit souvent, alors, ça a d'ailleurs parfois peut-être été dur pour vous. On vous a présenté comme un prodige absolu, comme le petit Mozart. Et il y a une légende, pas une légende d'ailleurs, on rapportait que vous battiez Nadal. Vous étiez plus fort que lui. J'ai battu une fois à 13 ans. Voilà, ça m'a beaucoup suivi, ce truc-là. J'ai pas eu de chance, sincèrement, vivre... j'ai été comparé à Nadal. Ouais. Forcément, c'est vrai que quand tu es jeune, voilà, moi, on m'a dit tu gagneras un Grand Chelem. Forcément, quand tu finis 7e mondial, tu as toujours des déceptions un peu. Mais vous l'avez battu parce que vous étiez plus fort que lui intrinsèquement et que lui peut-être a des qualités mentales, a plus travaillé, que sais-je, que vous, ou vous l'avez battu et parce qu'à cette époque-là, simplement à 13 ans, vous étiez meilleur que lui, mais après ça a changé. 6-4 au 3e déjà, ça a été très très juste. Il aurait pu me battre, c'était pareil. J'aurais préféré qu'il me batte d'ailleurs, parce que moi. Oui, non mais c'est vrai qu'on s'en parle très moins. 13 ans, ça je l'ai entendu, je sais pas. Je dois compter combien de fois j'ai entendu t'as battu Nadal à 13 ans, sincèrement, c'est monstrueux. Pardonnez-moi, parce que mais c'est pas très grave. C'est vrai que c'est des images qui restent et c'est marrant d'en parler parce que c'est vrai que c'est des images qui restent dans la tête des gens, mais bon, je pense que j'ai pas eu de chance quand même de vivre avec le meilleur joueur de l'histoire derrière, quoi. Oui, vous en parlez d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on fait parfois, on est parfois sévère sur les tennisman français, mais c'est vrai que vous tombez dans une séquence où vous avez Djokovic, Nadal et Federer. Jamais il y a eu 3 joueurs de ce niveau-là ensemble, compris quoi, 80% des grands chelems sur les 10 dernières années peut-être? Il y a eu 2 autres joueurs qui ont réussi sur les 20 dernières années. Ouais. Mais bon, on aurait pu être meilleur. C'est-à-dire que sur les 20 dernières années, il n'y a que 2 joueurs. Wawrinka et Murray peut-être, non? Et Murray, ouais. Et Murray à Wimbledon. Murray qui était très très bon aussi. Ouais. Donc c'est une séquence particulière. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus alors? C'est toujours la même question. Parce que les Français qui nous écoutent, ils disent c'est dans la tête. Hein. Nous les Français, voilà. Non mais c'est ce qu'ils disent. Ils sont là, ils disent alors Nadal, lui, il y va, il se bat. Et puis les Français, bon. Ouais, ça c'est souvent les clichés. Oui, c'est pour ça le cliché. Mais comment combattre ce cliché? Sincèrement, je me suis posé la question des centaines de fois. Voilà, des centaines de fois. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Voilà, c'est parfois, de toute façon, on s'entraîne beaucoup. Les entraînements physiques, c'est beaucoup aussi. C'est assez irrationnel. J'ai du mal à vous expliquer pourquoi Nadal a gagné 14 fois Roland Garros. Sincèrement, j'aimerais bien vous l'expliquer, mais j'ai du mal, quoi. C'est tellement incroyable. Voilà, c'est tellement énorme ce résultat-là que j'ai du mal à trouver une raison rationnelle aujourd'hui à ce truc-là. C'est vrai qu'il y a eu les 3 meilleurs de l'histoire là qui sont arrivés en même temps, Nadal, Federer, Djokovic. Et c'est vrai que pour se faire une place à côté d'eux, ça n'a pas été facile. Mais après, on aurait pu être meilleurs aussi, nous, que ce soit Tsonga, mon fils, Gilles Simon. Voilà, on a à nous d'être plus forts. Mais c'est vrai que ce n'était pas facile de tomber dans cette période qui était quand même très brutale. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que depuis 1983, il y a 4 grands chelems par an. Il s'est donc passé 38 ans. Donc 4 fois 38, ça fait 4 fois 8, 32, 4 fois, ça fait 142 grands chelems. 142 grands chelems. Pas un Français qui a gagné. 142 grands chelems. Pas un Français qui a gagné. Les Espagnols ont gagné je ne sais combien, les Allemands, les Anglais, les Américains ont gagné. Et nous, on n'a rien gagné. Alors que c'était un de nos sports majeurs, bien sûr, le tennis. Donc ça nous intéresse. Ça nous interroge. Est-ce que c'est la formation qui est mal faite? Est-ce que parfois, disons-le aussi, et je l'entends,
D'autres prennent des produits que vous ne prenez pas en France. Je l'ai entendu. Non, ça, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. J'ai entendu ça. Ça existe. Non, Après, moi, je l'ai entendu. Alors, je n'irai pas sur... Et vous avez raison de ne pas vouloir, vous, y aller, mais je peux entendre ça. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce qui fait... Il y a des produits qui, parfois, existent à l'étranger, autorisés à l'étranger, et qui le sont parfois en France, puis plus du tout. Je pense, par exemple, à la créatine, par exemple, pour les sportifs. Voilà. Qui ne sont pas des dopants. En tout cas, sur le mental, parce que ça m'intéresse, le mental, et vous écrivez « N'en déplaise à tous ceux qui n'ont pas arrêté de répéter que je n'avais pas de mental », ce qui est une bêtise. Quand tu es sportif de haut niveau, ne pas avoir de mental, ça n'a même pas de sens. J'estime avoir eu au contraire la force de caractère nécessaire pour résister à ces pressions. Pour un introverti, je ne m'en suis pas si mal sorti. Pour un jeune homme condamné au succès, j'ai répondu présent au fil des années, envers et contre tout. Au-delà de mon cas, je trouve absurde la rengaine « Les Français n'ont pas de mental ». Cette phrase, combien de fois a-t-elle été prononcée par ceux qui voulaient corroborer leur propre vision de la réussite ou de l'échec? Bon, on ne dit pas ça en foot, par exemple. Pourquoi on ne dit pas ça en foot? Parce que ceux qui sont dans l'équipe de France, ils sortent de quartiers où il faut se battre dès la petite enfance. Donc on dit au contraire, le contraire de ce qu'on disait sur les sportifs il y a 40 ans. On dit ceux-là, ils ont faim. Ils sortent parfois des quartiers difficiles, ils ont faim, ils y vont, ils ont un mental XXL, les joueurs de foot français, je parle aujourd'hui. Mais cet aspect mental qu'on vous reproche et que vous décrivez bien. Moi, le souci que j'ai eu un peu, c'est quand j'étais jeune. Vraiment, j'étais très très fort, en fait, très attendu après pour la suite. Et je trouve que voilà, j'ai eu beaucoup de pression autour. Et j'ai manqué un peu de personnes très très solides autour de moi qui auraient pu faire un peu paratonnerre par rapport un peu à la presse, aux résultats, à Roland Garros, un peu la fédération. J'ai manqué quand même de quelqu'un de très très solide autour de moi, d'un entourage, avec mes parents bien sûr, mais d'un entourage aujourd'hui. Voilà, quand je vois aujourd'hui Alcaraz, l'Espagnol, qui avait Juan Carlos Ferrero, qui a gagné Roland Garros, ce genre de choses. J'aurais aimé avoir quelqu'un à cet âge-là qui soit quand même très solide et qui connaisse déjà les rouages un peu de ce jeu, un petit peu d'attente, de pression. Et c'est vrai que ça m'a manqué un petit peu. Et bon, aujourd'hui, à 35 ans, c'est plus facile d'en parler. Mais à l'époque, j'aurais bien aimé trouver cette personne-là. Les parents dans le monde du tennis, c'est formidable, le chapitre que vous consacrez, les parents. Maryse et Francis, c'est vrai, j'appelle mes parents par leur prénom. Je dis rarement mon père ou ma mère. Je sais que ce n'est pas commun. Il y en a qui font comme moi. Il y en a, mais pas beaucoup. C'est souvent une réponse que je donne quand on me questionne sur l'une ou l'autre de mes particularités. Il y en a. Mes parents sont donc pour moi Maryse et Francis. Ces prénoms n'empêchent ni la proximité, ni le respect mutuel, ni l'amour. Mais que n'ai-je entendu sur Maryse et Francis? Qu'ils ne m'ont pas laissé respirer, qu'ils me traitaient comme un petit garçon, qu'ils ralentissaient mon émancipation, que sais-je encore. S'ils demandaient à l'accueil d'un tournoi une serviette pour ma douche, un ticket restaurant avant d'aller manger, c'était la preuve ultime que la cellule familiale trop présente nuisait à mon ascension. Francis, soi-disant, avait plus de mal à rester à sa place, plus coach que père. Maryse me surprotégeait. Mais pourquoi les parents dans le tennis, c'est pas seulement les miens, faisaient-ils peur? J'appelle ça les conneries franco-françaises de la fédération à l'époque, des conneries monstrueuses, écarter les parents pour qu'ils ne dérangent pas. Dans mon histoire personnelle, j'ai toujours ressenti que la présence de mes parents posait problème. C'est fort ce que vous écrivez. Ouais, mais c'est un peu ça. On perd un peu de temps. Voilà, je pense que la formation à l'époque, aujourd'hui, je pense que ça va mieux, mais il y a 20 ans, je pense qu'on n'était pas prêt pour ce genre de choses. Je trouve qu'on perd un peu de temps. Parce que quand je vois l'oncle de Nadal, voilà, les parents de Federer, de Djokovic, la mère d'Andy Murray, voilà, c'est la cellule familiale est là. C'est important d'avoir ses parents autour de soi, encore plus chez les femmes. Mais je trouve qu'on a... Pourquoi encore plus chez les femmes? Quasiment les entraîneurs, c'est souvent les parents, quoi. Voilà, les sœurs Williams, Martina Hingis, Marie Pierce. La question de la fédération, tous les deux vous l'avez évoqué, c'est quand même une question importante, parce que lorsque Pascal Praud disait avant le tennis c'était un sport royal en France, et puis qu'est-ce que c'est devenu? Enfin, moi je pense, à un autre sport qui est le judo, qui n'a été fait, qui a été bâti par une fédération, et pour arriver au niveau où on est aujourd'hui, mondial. Donc, et l'un et l'autre, vous avez parlé du rôle de la fédération. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient là? Ils étaient là, bien sûr. La fédération, elle est là. En France, elle est très importante. Mais je vous parle pour gagner un tournoi du Grand Chelem. Voilà, c'est quelque chose de... Voilà, j'ai perdu un peu de temps, je considère, à cet âge-là, justement, avec ce truc-là des parents. Voilà, cette pression un peu autour, attendre des résultats. Je trouve que j'ai perdu un peu le fil. Une petite année, après c'est dur à rattraper. Je me suis rattrapé derrière, mais voilà, l'adolescence c'est quand même capital. C'est très très important et je trouve que j'ai perdu un petit peu de temps par la suite, qui a fait que j'ai pas pu
peut-être aller plus loin dans les tournois du Grand Chelem, mais la fédération est là, elle aide. Elle est très, très puissante en France, c'est très important de l'avoir. Mais voilà, pour gagner un Grand Chelem, je pense qu'on peut encore progresser, quoi. La réussite des enfants, souvent, c'est la volonté des parents. Oui, complètement. Ouais, ça, si les parents ne sont pas là pour t'accompagner, faire les tournois, voilà, s'ils ne sont pas 100% dans le projet, il n'y a pas de projet. Bon, vous n'êtes pas en retraite. Non, bien sûr, non. Vous jouez bien sûr. Toujours. Mais vous avez joué, alors vous avez le même âge que Nadal. Ouais, j'ai le même âge que Nadal, mais bon, on essaie forcément de ne pas se Qu'est-ce que vous avez dit 60 ans là. Pas exagéré, 38, ça va. Bon, vous serez à Wimbledon, mais après, vous savez quand est-ce que vous allez arrêter? Moi, j'ai envie de jouer. Moi, j'ai envie de continuer tant que je peux jouer. Voilà, les sensations sur le court sont toujours magnifiques. J'ai pu jouer à Roland-Garros encore. Il y avait toujours le public. Voilà, je me lève toujours le matin avec l'envie de jouer. Donc, tant que c'est le cas, parce que Tsonga, il arrête. Il a arrêté à Roland-Garros. Ouais. Et il est plus jeune que vous. Il a un an de plus. Un an de plus. Tant que le physique tient, voilà, j'essaie de continuer un petit peu. Et vous pensez que vous pouvez gagner un tournoi du Grand Chelem ou Non, sincèrement, non. Là, aujourd'hui, vous pensez que c'est impossible? C'est compliqué. Ouais. Avec le niveau physique et tout, quand je commence à perdre un petit peu, je trouve que ça devient quand même très compliqué. Ouais. Mais après, aller loin, je pense que j'en suis capable. Mais après, gagner, même quand j'étais au top du top, j'ai eu du mal à gagner, donc ça va être dur. D'ailleurs, dans votre palmarès, demi-finale à Wimbledon? 2 fois, ouais. Donc, c'est a priori... Ouais, c'est un tournoi que j'aime bien, mais après, je me suis arrêté sur Djokovic et Federer 2 fois. Oui, donc c'est là, vous tombez à la mauvaise, peut-être au mauvais moment. Nadal sera à Wimbledon? On ne sait pas, pour l'instant, il a pas dit, mais je pense qu'il y sera. Bon, que dites-vous? Si vous avez perdu face à Federer, puis Djokovic est là, vous avez Nadal, comme ça, si vous perdez en finale, ce sera. Vous aurez fait le. Oui, mais Nadal à Wimbledon, c'est pas Nadal sur terre. C'est tout à fait étonnant, la surface. Les gens ne comprennent pas ça, qu'il y a autant de différences. C'est un peu le seul sport où il y a autant de conditions changeantes. Autant au foot, tu joues à peu près sur les mêmes. Bien sûr. Tennis, c'est incroyable. C'est pas le même sport. Jamais. C'est pas le même sport, Wimbledon. Vous avez joué déjà sur de l'herbe? Oui, sur la terre battue aussi. Non, mais sur la terre battue, oui, mais sur l'herbe. En France, on peut jouer sur de l'herbe en France? Sur du parquet. Le parquet. Il y a un match célèbre sur du parquet qui avait eu lieu en Uruguay, je crois. Au Paraguay, où ils avaient été, avec Noah, ça avait été l'enfer pour eux. C'est un des pires matchs, paraît-il, que Noah a joué. Audrey Berthaud. En Espagne, la vague de chaleur est déjà bien présente dans le pays. Plus de 40 degrés ont été enregistrés hier et ça devrait continuer de grimper. Les températures ne descendront pas en dessous des 20 degrés, même la nuit dans la moitié sud du pays. La Lituanie va acheter 18 canons César, le système d'artillerie mobile français. C'est ce qu'ont annoncé les 2 pays hier. Ces canons vont considérablement renforcer les capacités de l'armée lituanienne. Enfin, ce mardi, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. L'établissement français du sang a organisé des collectes au cœur des lieux culturels. Carrousel du Louvre, musée d'Orsay, Parc des Princes ou encore hôtels de ville recevront au moins une collecte entre le 31 mai et le 24 juin. Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là ce matin parce que vous avez traversé évidemment une aussi longue période avec beaucoup d'élégance et de discrétion dans un milieu où il y a souvent des buzz. Il y a eu effectivement une affaire dont vous étiez au centre un moment, mais dont on ne parlera pas forcément d'ailleurs ce matin, mais c'est difficile d'avoir une carrière comme ça lorsqu'on est si fortement exposé et puis de la traverser avec élégance. Je crois que la presse vous aime bien, elle aime bien travailler avec vous, vous êtes disponible et c'est pas si fréquent aujourd'hui chez les sportifs de haut niveau. Donc on reparlera de votre bouquin juste à la fin de l'émission, mais on a une ou deux choses que je voulais évoquer ce matin et notamment cette marche blanche avec Yael Benamou et cette adolescente, vous le savez, qui a été tuée dans les circonstances abominables que l'on connaît. C'est lui qui a ouvert la marche blanche. Ruby, le poney préféré d'Emma, une adolescente de 13 ans assassinée par son petit ami. Une haie d'honneur rendue possible par des centaines de proches de la victime et des inconnus
venus lui rendre un dernier hommage. Tout au long de la marche, on entend seulement le bruit des pas. Le silence est solennel. Ils sont tous vêtus de blanc et arborent une rose blanche. Un élan de solidarité pour soutenir les parents anéantis. J'ai été très touchée parce que les parents doivent subir quand même ce malheur. C'est une chose qui ne devrait jamais arriver, des choses comme ça, à un enfant. Tout ce monde, vraiment qui a participé à cette marche et que j'ai senti une solidarité aussi avec les parents, la famille. Le cortège s'est ensuite arrêté devant l'endroit où le corps d'Emma a été retrouvé, dans le village de Clessé en Saône-et-Loire. Pendant de longues minutes, proches et inconnus se sont recueillis pour que le souvenir d'Emma perdure. Sa mère les a remerciés et leur a demandé de faire vivre Emma dans leur cœur. Il y a un élément nouveau quand même, parce que Patrick Uzan, qui est l'avocat de la famille de Emma, explique que ce drame aurait pu être évité. Écoutons-le. Il me semble que sur le processus criminel, les choses sont assez éclairées. Le juge d'instruction va faire son ouvrage en les éclairant davantage, notamment sur le plan de la personnalité. Mais il y a un point qui m'interpelle. Il semblerait, au travers de ce que j'ai entendu grâce aux médias, que les camarades de cours de récréation d'Emma avaient perçu un comportement violent du mis en cause, qui aurait menacé Emma et qui aurait annoncé son projet de lui faire mal, voire de la tuer. Je dois cela notamment au communiqué du procureur de la République. Et dès lors, je me suis posé la question légitime, est-ce que l'encadrement scolaire n'a pas failli à sa mission de relayer, ne serait-ce qu'en vertu du principe de précaution, cette information? Et il semblerait que le recteur d'académie ait aujourd'hui pris la parole pour la première fois, parce que jusqu'à présent, le collège ne s'est pas seulement manifesté auprès de la famille. Le recteur d'académie a pris la parole, m'a-t-on dit, pour dire que Joris était un enfant qui présentait des difficultés comportementales et qu'il était encadré sur un plan psychologique. Je ne pointe pas de responsabilité, je pose une question légitime que tout parent vivant le drame de Pascal et Nathalie se poserait. Est-ce que l'encadrement scolaire n'a pas failli à sa mission en alertant qui de droit sur le comportement anormal de Joris? Alors c'est une très bonne question, parce que c'est normal de se la poser. Mais alors, si j'ai bien compris, donc Emma, 13 ans, Emma, 14 ans, Joris, 13 ans, à la fin de l'année. Ils sortent ensemble depuis le début de l'année. Donc c'est un couple de 12-13 ans, c'est un petit couple de 12 à 13 ans. Que tout le monde regarde comme une sorte de petit couple, que tout le monde accepte comme ça. Il y avait un article dans Le Monde, il y a 3 jours, pour dénoncer Stanislas, le collège de l'élite. Le titre, c'était « Le collège d'élite qui prône la pudeur féminine face aux pulsions des garçons ». Grande enquête du Monde. Papier cruel, rappelant les célébrités qui avaient fréquenté le bahut et mettant en cause une prof qui vient, du moins une intervenante, qui s'occupe d'éducation à la sexualité et qui prône la pudeur aux jeunes filles. Et le papier se développe, se déroule, fait entendre les uns les autres, les élèves indignés, parce que la monitrice en question a dit aux filles qu'il ne fallait pas trop stimuler les pulsions des garçons, parce que c'était une forme de vitalité qui leur était propre, et garçons et filles n'étaient pas pareils, etc., etc. Et alors, le comble du papier, c'est qu'on dénonce l'encadrement scolaire qui a osé virer un élève qui a été surpris parce qu'il plottait une fille dans la cour de récréation. On n'a pas le droit, à Stanislas, de s'embrasser, on n'a pas le droit de se ploter pendant les cours de récréation. Et donc le monde est vraiment telle une chaisière ulcérée par cette tyrannie de l'équipe éducative, et qui dit, mais vraiment, c'est tellement sectaire, c'est tellement borné, c'est tellement réac. Hein? Peut-être qu'ils ont raison à Stan. Peut-être qu'ils ont raison de ne pas accepter de ne pas bénir une espèce de vie affective affichée. C'est plus de l'ordre de l'émotion, c'est de l'ordre de l'éducation. Hein? Peut-être qu'il y a dans l'attitude prudente que manifeste ce bahut
comme manifestaient nos parents, grands-parents par rapport aux petits couples, quelque chose qui est de l'ordre de la prudence, de la précaution, de l'ordre, de tenir son rôle et de préserver, de protéger les enfants contre les passions adultes et eux-mêmes. Ce que dit Vincent, moi, me fait penser aujourd'hui, parce que ce que l'on appelle encadrement scolaire, ce sont les pions. C'est globalement, ce sont les pions. C'est les pions qui sont là, bien sûr, c'est les pions. Aujourd'hui, la situation des pions dans l'ensemble du système éducatif, j'en profite, est une catastrophe. Ils ne sont pas nombreux, ils sont sous une pression permanente et ils ne sont soutenus que très rarement par les établissements scolaires, sauf Stanislas ou autres. Voilà. Et ça, franchement, personne n'en parle. Et très souvent, en fait, ce sont des jeunes qui ont 17, 18 ans, 19 ans, qui encadrent des gens qui ont 13, 14 ans. C'est une catastrophe. C'est-à-dire pour des lycées, par exemple 1500 lycéens, vous avez 4 pions. C'est juste fou dans la situation actuelle et dans le type de société que nous vivons. Donc, l'encadrement scolaire, ce qu'on appelle, voilà, ça ensemble, ce sont des personnes, des jeunes garçons et des jeunes filles qui donnent de leur temps, qui sont menacés physiquement et qui sont lâchés aujourd'hui par l'éducation nationale. Je voulais juste faire une parenthèse pour le dire. En fait, l'interrogation, je comprends pourquoi l'avocat, parle au nom de la famille qui, évidemment, a besoin de comprendre et de se dire, on vit comme ça, en se disant, est-ce que ça aurait pu être évité ? Maintenant, un gamin de 14 ans qui a assassiné une gamine qui en a 14 aussi, de 30 coups de couteau, je suis pas sûre qu'on puisse s'y préparer. Quand bien même le gamin est là, en l'occurrence, suivi par un psychologue, donc c'est lui qui aurait pu le déceler. On ne s'habitue pas à la présence du mal, quoi. C'est difficile. C'est toujours difficile, évidemment, de faire des transitions, mais Richard Gasquet est avec nous. Il est... Alors, j'ai vu, ça rapporte, le tennis, hein, parce que maintenant, on sait vos gains. Ouais, tout est... Je parle pas de la pub. 19 millions de dollars, vous avez gagné sur votre carrière. Tu peux tout voir. Aujourd'hui, c'est vrai que... Donc, c'est pas rien, quand même, 19 millions de dollars. Ah bah oui, de toute façon, vous auriez, plutôt que jouer au jeu de paume, vous auriez pu... J'aurais vraiment... Bon, 19 millions de dollars. J'ai l'impression qu'avec Noah, il revient. Noah, il est coach capitaine, plus exactement, de l'équipe de France de la Coupe des Fils en 2016. J'ai l'impression qu'entre vous et Tsonga, Simon, mon fils, il y a quelque chose qui ne va pas forcément accrocher à 100%. Je me trompe ? Moi, j'aime bien Yannick quand même. C'est vrai qu'au début, il y a eu des frictions un petit peu. C'est vrai que c'est pas la même génération. Yannick, il a joué il y a longtemps, donc c'est vrai qu'il y a eu une nouvelle génération entre-temps. Mais en tout cas, moi, j'aime bien Yannick. Ça s'est bien passé en Coupe Davis. Il m'a fait confiance. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de le voir, de parler avec lui, parce que c'est quand même un vainqueur. Il a quand même gagné pas mal de choses. Et c'est toujours un plaisir de... Mais les anciens sportifs, au fond, ont toujours du mal avec les nouveaux sportifs qui arrivent dans tous les sports. C'est vrai. Hein, on ne va pas se raconter de salade. Yannick Noah, au fond de lui, bien sûr qu'il espère sans doute qu'un autre Français gagne un jour Roland-Garros. Mais en même temps, s'il reste le dernier à gagner, c'est ambigu. Et je vois ça dans le foot aussi. C'est-à-dire que les anciens de 98, ils considèrent qu'au fond... c'est eux qui étaient les plus forts, les meilleurs, c'est humain. C'est un sport individuel, le tennis. Donc, oui, mais le foot aussi, hein, oui, c'est pareil. Yannick, je suis sûr qu'il est très heureux d'être le dernier vainqueur de Roland-Garros. Il n'y a aucun doute à ça, on le connaît. Bon. C'est sûr. Est-ce que vous connaissez le futur Français vainqueur de Roland-Garros ? Sérieusement. Non, sérieusement. Parce que là, vous regardez tous ces gosses, tous ces jeunes qui arrivent. Est-ce qu'il y en a un ? Alors, peut-être ne faut-il pas dire son nom, ça ne serait pas lui rendre service. Mais est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui peut gagner, et à la limite, ne dites pas son nom parce que ça serait lui... Peut-être un, ouais, peut-être. Ouais. Quel âge il a ? 13 ans. 16. 16 ans. On va pas dire son nom. Non, mais peut-être un, ouais, peut-être. Ouais. Donc, mais c'est pas sûr non plus. Hein. Ah oui. Rien n'est sûr, mais... Et Alcaraz, vous en pensez quoi ? Qui va gagner 5 ou 6 fois Roland-Garros, sans aucun doute. Ouais. Ah oui ? Les Espagnols ont gagné depuis toujours, voilà, je pense. Mais Alcaraz, vous le mettez à quel niveau ? Un vainqueur de potentiel de 10 grands chelems dans le futur, oui. Sans aucun doute. Ouais. C'est-à-dire que pour vous, il va entrer dans la cour des très grands. Oui,
bien sûr. Ça, il n'y a pas de... Bon, après, c'est peut-être Nadal, Federer, c'est tellement compliqué. C'est 20 grands chelems, c'est énorme. Mais une dizaine, oui, je pense qu'il le fera. Ouais. Parce que quand Sampras avait gagné 13 grands chelems, on disait personne ne pourra faire plus. Je crois qu'il en avait fait 13. Et là, on en est à combien avec Nadal 22, je crois. 14 Roland Garros. Ouais. Oui, et 22 grands chelems. Il a gagné. On est à 22 grands chelems. 14 Roland Garros. Vous vous rendez compte? Quand Borg avait gagné 5 Roland Garros, on disait personne ne pourra faire mieux. Il en a gagné 14. Ça, on vous parle chinois depuis. Non, mais j'ai arrêté après Borg, j'ai arrêté de regarder. Après les Borg, les dominos à la terrasse de café, le seul sport en plein air. Bon, Audrey Berthaud. Les premiers migrants vont être expulsés du Royaume-Uni aujourd'hui en direction du Rwanda. Un premier vol accueillera une dizaine de personnes. La justice britannique a rejeté hier les ultimes recours contre l'expulsion de ces migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Attention, si vous comptez aller en Corse cet été, des quotas seront imposés dans certains lieux touristiques. C'est l'idée des nationalistes à la tête de la région pour faire face à la surfréquentation touristique. Les îles Lavezzi, Bavela et la vallée de la Restonica sont concernées et la priorité sera aux résidents corses. Si ça n'est pas votre cas, il faudra faire une réservation. Enfin, c'est une espèce en voie de disparition, le grand hamster d'Alsace. 60 individus vont être réintroduits aujourd'hui à l'ouest de Strasbourg. À l'initiative de la société Vinci Autoroute, des parcelles de culture ont été converties pour leur offrir un habitat favorable dans le cadre de la nouvelle autoroute ouest de la ville. Richard Gasquet, revers contre tout. Il y a des gens comme ça qu'on admire, on les envie pour tout dire. C'est-à-dire les grands pianistes. On dit oh, j'aimerais tellement jouer au piano. J'aimerais tellement jouer aussi bien, sans vouloir gagner d'ailleurs, mais simplement jouer aussi bien que Richard Gasquet. J'aimerais tellement être aussi bon au golf que ça. Bon. C'est le don que vous avez eu. Et lisez ce bouquin, vraiment, il est très très bien. Préface de Nadal, vous êtes pote avec lui? Ouais,